Et le Mali a mis Ouattara par terre. Et le verdict, les 20 ans d'aujourd'hui là, c'est Ouattara par terre. Est-ce que c'est légal ce qui s'est fait à Bamako? Oui. Wallahi billahi talahi. Aucun juriste sur cette terre ne peut démontrer que c'est illégal, que c'est un procès illégal. Car les faits sont très clairement des violations des lois. Donc aujourd'hui, 30 décembre 2022, la vérité a éclaté dans sa splendeur. La condamnation à 20 ans de réclusion criminelle et 2 millions d'amendes contre les 46 bandits d'Alassane Draman Ouattara est une condamnation légale. Et elle est légitime. D'abord, légale. Légal, ça veut dire que c'est conforme à la loi. Légitime, ça veut dire que la justice malienne est tout à fait, d'un point de vue rationnel, moral, elle est tout à fait fondée à dire cette condamnation. D'abord, du point de vue de la loi. Aucun État existant dans ce monde, au moment où je vous parle, c'est-à-dire ce 30 décembre 2022, ne permet à des inconnus, à des étrangers, d'entrer dans son territoire avec des armes de guerre et avec des faux passeports, sans avoir reçu l'autorisation expresse et écrite, formelle, eh bien, des autorités de cet État. Je reprends, c'est légal de les condamner, parce que, de manière incontestable, les 46 et au départ les 49 qui sont entrés le 10 juillet 2022 dans le territoire malien sont des hors-la-loi. Ils ont commis une infraction. Dans la classification judiciaire, on distingue 3 catégories d'infractions. Première catégorie, les plus petites infractions, on les appelle les contraventions. Contraventions. Quand vous commettez une contravention, bien souvent on vous fait payer une amende. C'est le maximum qui puisse vous arriver pour une contravention souvent. Et on vous appelle un contrevenant. 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 Deuxième catégorie des infractions, c'est-à-dire des violations de la loi. On les appelle les délits. Les délits. Quand vous commettez un délit, votre qualification, c'est qu'on vous appelle délinquant. Le mot délinquant vient de délit. Qui a commis un délit? Avec les délits déjà, non seulement vous avez des amendes, mais vous pouvez avoir des peines de prison pour les délits. Vous pouvez avoir des privations de liberté pour les délits. Ce ne sont pas simplement des amendes que vous allez payer, mais en plus, vous pouvez voir votre liberté restreinte. Et puis, il y a une troisième catégorie d'infractions reconnues en droit. Ça s'appelle les crimes. Celui qui commet cette infraction est un criminel. C'est un criminel. Or, les 49 qui sont entrés le 10 juillet 2022 avec des faux papiers et des armes de guerre et qui étaient donc en position de mercenaires, à quelle catégorie des infractions appartenaient-ils? Est-ce qu'ils appartenaient au premier degré? Est-ce que ce qu'ils avaient fait était simplement une contravention? Est-ce qu'ils appartenaient à la catégorie du deuxième degré? C'est-à-dire, est-ce qu'ils avaient simplement commis un délit? Par exemple, le faux et usage de faux avec leur passeport. Ou appartenaient-ils plutôt à la troisième et suprême catégorie? Les crimes. La justice malienne n'avait aucune difficulté. Un magistrat qui a seulement fait une année de droit, je dis première année de droit, un magistrat n'a même pas besoin de faire plus de 2 ans de droit à l'université pour être capable de qualifier ce qu'ont fait les 49 mercenaires d'Alassane Ouattara. Ils sont entrés dans le pays des gens, le Mali, sans autorisation, donc violation de territoire. Ils sont entrés avec des faux passeports, donc délit de faux et usage de faux en identité. Et puis ils sont entrés avec des armes de guerre. Donc délit de mercenariat. Et là, c'est un crime. Donc en fait, quelle que soit la manière dont on vous a formé en droit, quelle que soit l'école de droit sur cette terre où vous avez été formé, si on vous donne les 49 d'Alassane Ouattara, vous les condamnez en tant que criminels. Écrivez ça. Ce sont des criminels. Ils appartiennent à la troisième catégorie. Aucun système judiciaire au monde, même en Côte d'Ivoire, si Alassane Ouattara, ses hommes, arrêtent à l'aéroport 49 personnes avec des faux passeports, des tenues militaires, des armes de guerre, si Alassane Ouattara vous attrape à l'aéroport, d'abord, vous n'aurez même pas la chance d'être vivant. On connaît les pratiques de Ouattara. On connaît sa barbarie. Même en Côte d'Ivoire, sous Ouattara,
le président illégal et illégitime du pays, celui qui entre avec les armes de guerre, celui qui entre avec des faux passeports, c'est un criminel. Donc, je voudrais commencer par évacuer rapidement la question de la légalité de l'affaire. Est-ce que c'est légal, ce qui s'est fait à Bamako? Oui. Wallahi billahi talahi. Aucun juriste sur cette terre ne peut démontrer que c'est illégal, que c'est un procès illégal. Car les faits sont très clairement des violations des lois. Des lois telles qu'elles sont pratiquées dans tous les États. Quel que soit l'État considéré, on les arrête, on les traite comme des mercenaires, on les juge comme tels, on les condamne. Car, en fait, attentat et complot contre le gouvernement, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense, ayant pour but de troubler l'ordre public et par l'intimidation ou la terreur. Tous ces faits-là ont été établis à leur propos. Mais il y a une deuxième notion qui est importante, c'est la notion de légitimité. En quoi est-ce que c'est légitime qu'il soit condamné? En quoi c'est légitime? Écoutez, c'est légitime parce que ils ne se sont pas retrouvés en position de mercenariat au Mali par hasard, par accident. Je recommence. Ce procès et cette condamnation lourde à 20 ans, elle est légitime parce que les 49 ne se sont pas retrouvés au Mali avec des armes de guerre et des faux passeports par hasard. Parce que, en fait, si vous vous retrouvez, par exemple, votre avion a eu, je ne sais pas, des problèmes dans le ciel. Votre avion a été perturbé dans le ciel. Vous voyez? Et vous étiez en train de passer par le ciel malien. Il vous fallait atterrir d'urgence. C'est à cause de cet atterrissage d'urgence que vous êtes descendu à l'aéroport de Bamako, c'est nous. Et là, on vous trouve effectivement avec des passeports, mais ce n'était pas pour venir au Mali. En fait, vous alliez dans un autre pays, vous alliez ailleurs, mais votre avion a atterri simplement parce qu'il y avait une urgence et que vraiment, pour éviter d'avoir un crash, il fallait que vous atterrissiez à Bamako. Si c'était dans ce cas-là qu'ils avaient atterri, ce serait une circonstance atténuante. Le Mali dirait, ils avaient des faux passeports, ils avaient des armes de guerre, mais leur objectif n'était pas d'atterrir chez nous, ils ne venaient pas chez nous. Ils ont eu un problème quelque part dans l'espace aérien et l'aéroport le plus proche, c'était pour eux l'aéroport président Modibo Keïta de Bamako, c'est nous. Ils ont donc rapidement atterri chez nous dans l'espoir d'avoir simplement un secours technique. Si c'était le cas, en effet, ce serait une circonstance atténuante. Or, ce n'est pas le cas. Ils ont fait les faux passeports là pour pouvoir se cacher au Mali, pour que les autorités maliennes ne sachent pas qu'ils sont des militaires des forces spéciales. Les armes de guerre qu'ils ont prises là, c'était pour les utiliser au Mali. Ce n'étaient pas des armes de guerre, ce n'étaient pas des jouets de Noël. C'était des armes de guerre lourdes. Elles étaient supposées être utilisées au Mali. Et ils ont caché leurs armes de guerre et leurs faux passeports parce qu'ils comptaient les utiliser contre le peuple malien, contre les autorités maliennes. Donc, c'est légitime que la justice s'empare d'eux et les punisse, car leur intention était très clairement de nuire au Mali. Tu ne peux pas venir avec des faux passeports dans le pays de quelqu'un si tu n'as pas l'intention de t'y comporter comme un espion étranger. Si tu n'as pas l'intention de t'y comporter comme un commando dormant. Si tu n'as pas l'intention de t'y constituer comme une force de déstabilisation, une force en attente. Quand vous entendiez la CEDEAO parler de force en attente de la CEDEAO, c'était ça. C'était ces groupuscules infiltrés progressivement dans le territoire malien qui constituaient la force en attente de la CEDEAO. C'est sur eux que Ouattara comptait pour punir les 5 colonels. Donc, la décision de justice est une décision légitime parce que l'intention criminelle des 49 est incontestable et incontestée. Et en près de 8 mois, les magistrats maliens, les autorités maliennes ont eu le temps d'exploiter les 46 et les 49 mercenaires. Et ils ont beaucoup parlé. Donc l'autorité malienne possède aujourd'hui toutes les informations qui lui permettent d'être convaincue que ceux-ci faisaient partie d'un plan de coup d'État contre le régime du président Assimi Goïta. Les autorités maliennes savent très bien que ceux-ci faisaient partie d'un dispositif de déstabilisation. Les autorités maliennes ont eu le temps de les interroger en aller-retour dans tous les sens et de leur tirer tous les vers du nez. Et ils ont parlé. Le Mali, la justice malienne a condamné en connaissance de cause. Donc aujourd'hui, 30 décembre 2022, la vérité a éclaté dans sa splendeur. La condamnation politique à 20 ans des 46 et à la peine de mort par contumace des 3 qui avaient bénéficié d'une libération humanitaire, ces condamnations a lieu dans un contexte politique précis. D'abord, la justice malienne affirme son indépendance par rapport au pouvoir politique. Autrement dit, les juges maliens ont dit le droit et pour cela, ils n'ont pas cherché à savoir
Ce sur quoi le président Goïta et son gouvernement se sont entendus avec le gouvernement de Ouattara. Ça, c'est la première remarque que je voudrais vous donner. La justice malienne a fait preuve d'indépendance politique. Parce que si la justice malienne s'était inspirée des dernières déclarations du 23 décembre 2022, où on a vu presque tous souriants, le ministre malien des Affaires étrangères, le ministre ivoirien de la Défense, le ministre togolais des Affaires étrangères. Si la justice voulait s'inspirer de cette photo où ils tiennent ensemble un document mémorandum et où, d'une part, le ministre malien des Affaires étrangères parle d'un incident malheureux, tandis que le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahima Ouattara alias La Fiole, parle d'un malentendu, si les juges maliens s'étaient laissés influencer par cela, ils n'auraient pas rendu ce verdict. Car les mots qui ont été utilisés le 23 décembre sont des mots des politiques. Ce ne sont pas les mots des juges. Donc, politiquement, ce verdict indique que la justice malienne est indépendante du gouvernement malien. Ça, c'est un très bon signe. C'est quelque chose qui me plaît personnellement beaucoup. Car l'indépendance de la justice est l'une des conditions de l'équilibre et de la possibilité d'un état de droit. Tandis que Téné Birahima Ouattara parle de malentendu. Tandis que son homologue, le ministre des Affaires étrangères du Mali, qui était dans une phase de négociation, on comprend ces termes, l'ambassadeur Abdoulaye Diop, parle d'un incident malheureux, la justice malienne, elle punit quoi? Elle a puni la détention, le port et le transport d'armes de guerre, l'attentat et le complot contre le gouvernement, l'atteinte à la sûreté de l'État et la tentative de troubler l'ordre public, l'intimidation et la terreur contre le peuple malien. Voilà. Donc, politiquement, ce verdict est un très bon signe de la bonne santé des institutions de la transition. Dans la transition du Mali Koura, chacun fait son travail à sa place. Le gouvernement gouverne, la justice juge, le parlement de transition légifère. Ça, c'est très bien. C'est une illustration parfaite du principe de la séparation des pouvoirs, de l'équilibre des pouvoirs et de l'indépendance de la magistrature. Ça, c'est un bon signe de santé politique à propos du Mali actuel. Deuxième élément important. La justice malienne a aussi montré qu'elle ne se laisse pas intimider par les officines diplomatiques internationales, comme la CEDEAO, comme l'ONU, ou les puissances, dont certains ministres des Affaires étrangères, comme les ministres français, italiens, allemands, se sont exprimés, donnant injonction au Mali de libérer immédiatement les 49 mercenaires. La justice malienne envoie également un message, c'est que les institutions maliennes ne se laissent pas intimider par les puissances. Les institutions maliennes ne se laissent pas intimider par les puissances. Non seulement le pouvoir politique a laissé la justice faire son travail, mais la justice a fait son travail en ne cherchant pas à savoir si cela plairait à M. Guterres, secrétaire général des Nations Unies. La justice malienne n'a pas jugé en pensant à lui. Ce n'est pas qu'elle se foute de lui, mais son point de vue ne compte pas. Car les magistrats maliens disent la justice au nom du peuple malien. Point barre. Ils n'ont pas cherché à savoir si cela plairait au président actuel de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, alias Guterres Madi. La justice malienne n'a pas cherché à savoir si Embalo serait content. Ce n'est même pas que la justice malienne se fout d'Embalo. C'est que le point de vue d'Embalo ne compte pas dans un tribunal malien. Ça, c'est intéressant politiquement. Sur la santé des institutions maliennes. La justice malienne n'a pas cherché à savoir ce que la ministre française des Affaires étrangères a dit le 2 septembre 2022. Ce que la ministre allemande des Affaires étrangères avait dit, ou de la Défense avait dit. Ce que la ministre italienne des Affaires étrangères avait dit. Ou ce que ils n'ont pas cherché à savoir. Les magistrats maliens n'ont pas dit que ce qu'ils disent, ou en tout cas que ces gens ne sont pas importants. Mais ils ont dit que leur importance est nulle dans une juridiction malienne. Donc, politiquement, ce procès est l'affirmation de la souveraineté du Mali. Le mot-clé ici, c'est la notion de souveraineté. La justice malienne affirme à sa façon, exactement comme l'exécutif malien, la souveraineté du Mali. Le Mali est un État souverain. C'est une puissance qui a son centre en elle-même et qui décide en son âme et conscience. Fiat justitia pereat mundus, disent les latins. La justice malienne a dit que la justice soit, dû le monde en périr.
Le monde dut-il en périr que la justice soit? Fiat justitia pereat mundus. Oui, voilà ce qu'ont dit nos magistrats africains du Mali. Et ça, c'est un message politique très fort. C'est le message de l'affirmation de la souveraineté malienne. L'affirmation de la souveraineté des peuples africains. La détermination des peuples africains à récupérer tous les pans de souveraineté qui leur ont été volés. Depuis la souveraineté politique, la souveraineté judiciaire, la souveraineté économique, la souveraineté culturelle, la souveraineté spirituelle, la souveraineté morale, la souveraineté anthropologique, la souveraineté géopolitique, la souveraineté géostratégique. Nous allons les récupérer et les exercer totalement, sans demander la permission à qui que ce soit. Ça, c'est très fort, ce que le juge malien a voulu dire. Nous sommes une puissance souveraine, l'État du Mali. Nous sommes le pouvoir judiciaire du Mali. Et quand nous tranchons, nous n'écoutons que la loi, notre conscience et la volonté de notre peuple. Voilà. Mais le procès a une autre signification politique. Il a une autre signification politique, c'est-à-dire que, au vu de la peine qui a été prononcée, Alassane Ouattara a intérêt, politiquement, à donner toutes les garanties que le Mali lui a demandées lors de la négociation du 23 décembre 2022. Voilà la profondeur politique. La peine donne au président Goïta un argument puissant face à Ouattara. Qui consiste à dire, oui, on s'est entendu, à l'occasion du mémorandum, on a mis en place un certain nombre de choses que nous attendons de vous. Vraiment, il faut faire vite, il faut me les donner, il faut me garantir toutes ces choses-là rapidement, pour que je sois à l'aise face à la justice. Que je sois à l'aise face au peuple malien. Pour utiliser mon pouvoir d'amnistie, mon pouvoir de grâce. Parce que si vous n'avez pas donné toutes ces garanties-là, moi je n'aurai pas la force morale, je n'aurai pas la force politique, je n'aurai pas la force judiciaire nécessaire pour utiliser ce pouvoir. Donc, Alassane Ouattara est plus que jamais dos au mur. Car Assimi Goïta va lui demander de lui donner des raisons d'aller à la grâce et à l'amnistie après que la justice ait condamné aussi lourdement. Car en fait, il y a des gens qui sont en prison au Mali, ils sont en prison pour 2 ans. Ils ont été condamnés à 2 ans de prison, mais ils sont vraiment en prison. Mettez-vous à leur place. Tu es en prison, tu as été condamné dans une affaire pour 2 ans. Toi, on te laisse en prison. Des gens qui ont été condamnés pour 20 ans, d'autres même ont été condamnés à mort. Eux, ils ne font même pas 1 an de prison. Qui va accepter ça? Est-ce que vous trouvez ça juste? Pour que ce soit juste, il faut que l'autorité politique soit capable de démontrer à son peuple qu'elle a obtenu des garanties d'un intérêt supérieur tel que l'on puisse sacrifier la peine que la justice a énoncée. Vous comprenez? Donc Alassane Ouattara est plus que jamais dos au mur. Lui qui prétend être né le 1er janvier 1942, son 1er janvier 2023 sera l'un des pires 1er janvier qu'il ait jamais vécu. Depuis qu'il est sur la terre. L'un des pires 1er janvier que Ouattara Draman ait jamais vécu, c'est celui qui vient après-demain. Le 1er janvier 2023. Voilà le côté politique de cette affaire. La dimension politique. Désormais, c'est sur les épaules de Ouattara que tout pèse. Car l'honnêteté, la sincérité, en tout cas le respect de ses engagements avec Goïta, vont déterminer la célérité et la tranquillité avec lesquelles Goïta peut pardonner. Pour que le président Goïta, samedi, annonce éventuellement qu'il va utiliser l'amnistie pour les mercenaires de Ouattara, il faut qu'il soit sûr d'avoir obtenu de Ouattara toutes les garanties nécessaires, car le peuple malien va lui demander des comptes. Car même les magistrats maliens qui ont donné 20 ans vont lui demander des comptes. Car l'opinion qui regarde cette affaire va lui demander des comptes. Donc le président Goïta ne va pas se précipiter à aller donner une grâce ou une amnistie s'il n'a pas la garantie d'avoir obtenu ce que la négociation politico-diplomatique avait prévu. Or, Alassane Ouattara est un roublard, c'est un trompeur, c'est un menteur, c'est un mythomane. Et le président Goïta le sait. Les autorités maliennes savent qu'elles ont affaire à un homme sans parole, sans honneur. Si jamais
elles remettent à plus tard les garanties que Ouattara doit leur donner. C'est-à-dire qu'elles mettent les garanties après la libération éventuelle des mercenaires. Il faut que les autorités maliennes sachent qu'elles n'auront jamais ces garanties. Les autorités maliennes savent très bien qu'avec Alassane Ouattara, il faut avoir ce qu'on lui demande avant. Si on n'a pas ce qu'on lui demande avant, il ne faut pas le lâcher. Il ne faut pas le soulager. Tant qu'on n'a pas ce qu'on lui a demandé avant, et c'est comme ça que Ouattara fonctionne, car il ne connaît que les rapports de force, il ne faut jamais le laisser respirer. Donc, nous observerons tous, le peuple malien, la justice malienne, les opinions internationales africaines vont observer ce qui va se faire demain, après-demain, bref, la décision que va prendre le chef de l'exécutif malien. Alassane Ouattara, c'est un homme qu'on fait fonctionner par les actes. D'où la fameuse image du président Guillaume Soro. Il faut le faire asseoir par terre pour lui donner des conseils. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est quand il est assis par terre, tu lui donnes des conseils, là il t'écoute. Parce qu'il est par terre là. Et le Mali a mis Ouattara par terre. Et le verdict, les 20 ans d'aujourd'hui là, c'est Ouattara par terre. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand il est par terre, il faut le maintenir par terre. Il ne faut pas lui donner de béquilles pour se lever. Il faut qu'il soit par terre, qu'il reçoive tous les conseils et qu'il rende leur dû à tous ceux qui ont été spoliés. Voilà comment on fonctionne avec Ouattara. Tous ceux qui sont des mercenaires et qui sont prépositionnés un peu partout à travers le Mali actuellement pour frapper le Mali, ils ont déjà vu la couleur. Il y a eu 20 ans, il y a eu condamnation à la peine de mort pour ceux qui viennent d'être jugés. Donc tous les commandos dormants, les terroristes qui ont été infiltrés à travers le Mali, savent que la justice sera impitoyable envers eux. Et ils savent que les autorités politiques ne pourront pas empêcher les plus lourdes peines de s'appliquer à eux une fois que, eh bien, la main aura été mise sur eux. Alors, c'est un verdict historique parce que c'est un signal fort pour des terroristes africains au service des néocolonialistes occidentaux. Tous les terroristes qui se font recruter à travers le Sahel pour déstabiliser le Sahel afin de faciliter la recolonisation par les impérialistes occidentaux et bien de l'Afrique, tous ces terroristes maintenant vont s'inspirer du verdict de Bamako. Et ils vont comprendre que derrière une carrière terroriste se cache 20 ans minimum, et puis 2, la peine de mort. Ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est le message qui a été envoyé aux terroristes. Les terroristes qui sont encore en liberté. Pas seulement à travers le Mali. Les terroristes qui sont en liberté à travers le Burkina, à travers le Niger, à travers, eh bien, la Guinée, à travers le Togo, à travers le Bénin, à travers le Nord Cameroun. Ils savent que maintenant, il va y avoir ce qu'on appelle une jurisprudence, pardon zéro. Zéro pardon. Si le Mali a été capable de mettre 20 ans et puis la peine de mort par contumace pour les 49 de Ouattara, tous les autres magistrats qui peuvent s'inspirer du courage malien vont également élever la jurisprudence contre les terroristes. Du coup, ça envoie un message fort aux terroristes, c'est que la carrière de terroriste conduit à la peine de mort ou à la prison à perpétuité, ou au minimum à 20 ans de prison, 2 décennies. Ça, c'est historique. Il n'y avait pas eu une peine aussi spectaculaire et aussi puissante qui puisse envoyer un message général à l'ensemble de ces Africains qui se sont laissés recruter comme miliciens terroristes au service de la déstabilisation du continent pour le compte des puissances impérialistes occidentales. Voilà pourquoi c'est un très grand verdict. C'est un verdict qui installe une jurisprudence de l'intolérance au terrorisme. Une jurisprudence de l'intolérance aux déstabilisations anti-africaines. Et ça, eh bien, on le devra à tout jamais aux magistrats maliens.